Qu'est-ce que je fais quand je traduis? Pour ceux qui fréquentent Lucky Luke, le pauvre Jacinto, dans l'album Le Juge, texte et illustration de Maurice, 1959, croit avoir vu des fantômes et il exsude son épouvante en débitant dans la rue une petite tirade en espagnol. « Ay, fantasmas, un horror he visto, etc. » « Et que dit-il » demande un moustachu, un vieillard dur d'oreille. Et l'autre de lui réciter la tirade en espagnol. Il dit « Un horror he visto los horribiles fantasmas, lividos y siniestros, etc. » « Et ça veut dire quoi » demande le vieillard. Réponse du moustachu, « Ça, je ne sais pas, je ne comprends pas l'espagnol. » Le brave homme a répété, il n'a pas traduit. Pour que le vieillard comprenne, il fallait lui communiquer le sens des exclamations de Jacinto, en changeant toute la lettre, car le sens n'est conservé qu'à condition d'en changer la lettre, et reste le même quand la lettre devient autre, et c'est cela qu'il y a lieu d'admirer. Car s'il est vrai que traduire, c'est en effet dire la même chose autrement, nous traduisons tous les jours sans changer de langue. On nous demande « Que dis-tu ? Que veux-tu dire ?» On s'explique en se reprenant « Je veux dire » ou bien « Ce n'est pas ce que j'ai dit » ou ce que je voulais dire. Et on explicite son propos par un « autrement dit ». Il arrive ainsi quotidiennement qu'on traduise du français au français. Et chacun de nous, qui plus est, s'efforce constamment de traduire ses pensées, qui, comme telles, ne sont pas encore matérialisées dans aucun oral ni aucun écrit. Il est vrai que traduire n'a pas tout à fait le même sens dans ces différents cas qu'il équivaut à peu près, dans le dernier, à exprimer, manifester, comme si nos pensées préexistaient. Que ce soit dans une même langue ou d'une langue à l'autre, la dualité des pensées qui sont à traduire et du discours qui les traduit va de pair avec cette obscure unité où ils font corps. Une image est une image, mais on dirait de nos pensées qu'elle s'incarne dans nos mots. On retombe ici sur la distinction traditionnelle, et pour cela dédaignée, du sens et de la lettre, ou sur celle du fond et de la forme. Distinction qu'assument expressément les traducteurs de notre Coran, très attentifs au miracle que représente la parole d'Allah, tant au point de vue du fond qu'au point de vue de la forme, et qui n'entendent sacrifier ni le sens ni la lettre du texte sacré. Un cartésien du XVIIe, plus dualiste encore que Descartes, Géraud de Cordemoy, qui s'évertuait à dire l'étroit rapport existant entre la parole et la pensée, a dû recourir à l'antique comparaison de l'illémorphisme, si vivement disqualifié par Descartes, et a proposé l'union de l'âme et du corps comme paradigme de l'union de l'idée et du signe. On irait volontiers dans cette perspective jusqu'à parler de métempsychose pour désigner le phénomène de transmigration du sens, en quoi consiste la traduction en tant que passage d'une langue à l'autre, avec une première conséquence qui serait d'inverser le couple du fond et de la forme pour signifier celui du sens et de la lettre, car c'est bien plutôt le sens qui est la forme et la lettre qui est la matière ou le fond, que le sens informe comme l'âme informait le corps. La question disputée de la fidélité ne se poserait plus alors en termes de choix ou de dosage ou de compromis entre une traduction littérale réputée plus fidèle et une traduction libre réputée plus élégante, d'où l'expression ambiguë de belles infidèles qui assimilait la traduction à une femme. Schématiquement, la théorie et l'histoire concourent à montrer les traducteurs ne cessant de louvoyer entre ces deux caps contraires. Et comme souvent, les débuts contiennent tout. Cicéron, qui avait traduit du grec, se prononçait clairement contre la traduction mot à mot, verbum pro verbo.
Philon d'Alexandrie approuvait au contraire la littéralité présumée de la Septante qui garantissait sa fidélité à la Torah. Mais saint Jérôme, auteur principal de la Vulgate, ne fut pas moins catégorique que Cicéron en déclarant qu'il ne s'agissait pas de tirer le mot du mot, verbum et verbo, mais le sens du sens, sensum de sensu, tandis que Boès, un peu plus tard, voulait qu'on traduise mot à mot pour ne pas corrompre la réalité du texte source. La traduction libre s'éloigne délibérément de la langue et de la culture de la source et se présente comme une adaptation à la langue et à la culture d'arrivée. Son idéal serait de ne surtout pas sentir la traduction et de passer pour création. On peut renvoyer à la fameuse traduction du monologue de Hamlet par Voltaire, qui veut être une imitation plus qu'une traduction de Shakespeare et qui, plus qu'une adaptation, en est une trahison. Car Voltaire a fait suivre son interprétation d'une traduction littérale, où to be or not to be, that is the question, est rendu par être ou n'être pas, c'est là la question. Au lieu que, quand Voltaire fait du Voltaire, il a besoin de deux alexandrins. Demeure, il faut choisir et passer à l'instant de la vie à la mort ou de l'être au néant. Voltaire nous avertit très bien de son propos. Ne croyez pas que j'ai rendu ici l'anglais mot pour mot. Malheur aux faiseurs de traduction littérale qui, en traduisant chaque parole, énervent le sens. Mais cette copie, ce morceau de poésie, n'est en aucun sens une traduction, car quel cerveau, quelle machine à traduire rétablirait l'anglais de Shakespeare à partir du français de Voltaire?